Swear. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est à Tenerife Ouais, avec Victoria Vergara c'est ça. pour parler un peu de tout. On est là aujourd'hui avec Riff. Et donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, quand on est athlète comme toi, plutôt dans la glisse, Ouais. l'importance finalement des sponsors et le fait que ce soit pas juste en fait des sponsors dans le sens qui te donnent de l'argent, mais qui t'accompagnent pour tes projets. Ok, alors oui, c'est important d'avoir des Ouais, sponsors bien sûr. quand tu es en tant que sportif, mais dans le surf, c'est plus une famille, Ouais. clairement. Riff, voilà, ça fait 5 ans que je ride pour eux, Ouais. mais avec eux aussi, j'ai construit énormément de projets et on avance pour tout ce qui est sur le lifetime et ce qui est aussi pour l'humanitaire. Et c'est justement en fait une marque qui, pour moi, est hyper intéressante parce que, comme tu dis, c'est pas que du sponsoring où voilà, on donne des sous, tu portes nos affaires et Voilà. tu fais tes résultats en compète. Eux, ils cherchent vraiment à représenter des personnalités, des gens qui ont quelque chose en plus de juste le surf. Avec eux, on a fait pas mal d'humanitaire en Grèce, notamment pour dans les camps des réfugiés avec des enfants. On a fait aussi une école au Costa Rica pour des enfants dont les parents étaient toxicomanes ou voilà, avec de graves problèmes. Et donc là, on est avec Surfrider pour justement parler de la sensibilisation des plages et nettoyer tout ça, tout ce plastique. Ce qu'on a fait ce matin. Ce qu'on a fait ce matin, exactement. Et voilà, donc Riff, c'est plus qu'un sponsor pour moi. C'est ma famille dans le surf. Ça fait, comme je l'ai dit, 5 ans que je voyage avec eux un peu partout à travers le monde. Ils me supportent énormément pour chacun de mes projets, que ce soit dans la compétition ou pas, que ce soit la création de films, de vidéos, de photos ou des messages que j'ai à faire passer aussi. On essaye de mettre en place quelque chose aussi en Inde. Justement, j'aimerais bien emmener des petites filles à aller surfer, leur faire découvrir l'océan et ce rapport justement que les femmes elles ont en Inde est assez compliqué. Donc voilà, essayer de changer un peu les mentalités, les mœurs. Et je sais qu'ils sont à fond dans des projets comme ça. Donc c'est top. Et surtout d'être soutenu pour faire en fait ce que j'aime et sans me poser de questions, me dire est-ce qu'ils vont suivre ou pas. Ils ont confiance en ce que je fais. J'ai confiance en eux. Donc c'est top. Et justement, pour faire ce que t'aimes, et t'aimes beaucoup de choses, parce que t'es surfeuse, mannequin, chroniqueuse, bientôt journaliste. Ouais, ça, je sais pas, mais ouais. Normalement, hein, si tout se passe bien. Oui, Voilà. si tout se passe bien, j'espère décrocher le diplôme, ouais. Et bah, par rapport à ça, on a l'impression que dans le surf, et surtout dans les sports de glisse, il y a les marques. S'il y a le côté performance, il y a aussi vachement le côté artistique qui est mis en avant. Et toi, par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as tendance à pousser de base ou tu avais toujours un peu ça en toi? Moi, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Je pense que ça a toujours été naturel d'avoir ce côté compétitrice. Tu peux venir faire des parties de Monopoly à la maison, tu verras qu'on est tous hyper compètes. Mais à côté de ça, ma maman, c'est une artiste. Elle peint, elle crée des vêtements. Je veux dire, mes parents nous ont fait voyager quand on était jeunes avec ma petite sœur aux 4 coins du monde, donc on a toujours eu aussi un peu ce côté baroudeur et je l'ai gardé en moi, donc c'est sûr que d'allier les deux côtés, c'est juste tout simplement naturel. Je fais, comme tu l'as dit, ce que j'aime. Voilà, j'aime faire de la compète. Donc là, je reviens de Chine où j'ai fait une compète, mais juste avant ça, j'étais au Mentawai parce que j'avais envie d'aller surfer des vagues que j'avais jamais surfé avant, explorer. Et ça, c'était voilà aussi la possibilité de pouvoir prendre des photos parce que je shoote pas mal avec l'argentique et du coup, j'aimerais sortir une exposition bientôt sur ce que je shoot à travers les différents voyages que je peux faire. Et non, c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Je me force pas à faire les choses que je n'aime pas. Le mannequinat, c'est venu à moi aussi hyper naturellement. Au début, je t'avoue que c'était quelque chose où j'étais non, c'est mort. Et puis au final, les opportunités se sont présentées et j'ai réussi à prouver que j'arrivais à le faire aussi bien que des filles qui sont simplement que mannequins. Justement, ça avait un plus que je fasse du surf. Donc voilà, j'ai tout fait naturellement avec tout mon cœur et ça marche. Et je pense que
les choses de la vie marchent comme ça aussi. Si tu crois en ce que tu fais, si tu crois en ce que t'aimes et que tu l'aimes vraiment, ça marche, il n'y a pas de raison. Parce que tu as commencé le surf très tôt, très jeune. Et qu'est-ce qui te drivait finalement quand tu étais petite? C'était la compétition ou juste la passion finalement? C'était vraiment juste la passion. Okay. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est voir mes parents et leurs potes aller surfer et de plus les voir au large et se dire oh mais ils sont où, et je sais pas, c'était vraiment des moments top. Moi j'ai commencé sur le bodyboard de mon papa et j'avais vu cette belle robe et je m'avais dit bon si tu te mets debout tu vas la voir. Bon, j'ai jamais eu la robe mais j'ai eu plein d'autres choses derrière donc et puis j'ai réussi à te mettre debout, et puis j'ai réussi à mettre debout donc voilà, et c'était vraiment cette sensation de pouvoir être dans l'eau et de je sais pas, de se sentir libre à la plage, quoi, d'être là, c'est top, t'es en maillot de bain et tu passes des heures dans l'eau à glisser sur un élément naturel que tu contrôles pas, ça te rend vachement humble et moi c'est par passion que j'ai continué et quand j'étais petite, je me suis toujours dit non, je veux faire surfeuse pro, même si et ça a été difficile parce que bon, pour les parents, tu veux faire surfeuse pro, mais non, tu fais tes études, tu passes ton bac, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tout ça avec mention et ça a été un peu la preuve que j'ai pu fournir à mes parents pour leur dire bon écoutez l'école bien sûr c'est hyper important, j'ai fait ça et ensuite je continue mon rêve, mais j'ai toujours cru en moi et les gens au début ne parient pas sur toi parce que normal t'es personne, faut faire ses preuves. Faut faire ses preuves et c'est important de croire en soi-même et quand on y arrive c'est top. Donc tu voulais être surfeuse pro et finalement là aujourd'hui donc t'as quitté la compétition. Enfin c'est plus vrai. Non, j'ai pas quitté la compétition. En fait, dans le longboard on a deux circuits. On a le circuit de WSL que je faisais avant et en fait on a un autre circuit, ça s'appelle du longboard classique. C'est Joël Tudor qui est un grand monsieur du longboard qui organise ces compétitions et il vient ça y est de sortir enfin le tour féminin. Donc c'était là la première compétition que j'ai été faire en Chine et en fait c'est un tour qui est vraiment élitiste, c'est sur invitation donc déjà d'être invité à une compétition c'est un honneur et ensuite de pouvoir de gagner une compétition ça serait ouf, mais c'est pas je veux dire c'est aussi bien classé autant que au niveau du prestige, en tout cas dans le surf, mais ça reste de la compétition, ça reste. Et là, le fait qu'il lance un tour, justement, ce que je disais, ça m'a trop remotivé à aller m'entraîner encore un peu plus dans le surf et essayer de mettre des objectifs dans les compètes. Mais c'est juste que c'est différent, mais ça reste de la compétition. Après, on peut être professionnel dans le surf et juste voyager, à découvrir des vagues, à faire des magnifiques images en GoPro ou pas, ou voilà, faire énormément de couves de magazines, de photos, de jolis contenus qualitatifs. Oui, et je voulais en fait revenir à ça. C'est justement entre le côté compétition et contenu, parce que c'est vrai que ces sports-là, les sportifs sont aussi quelque part des artistes. Toi, c'est indispensable d'avoir une partie compétition pour, je sais pas, pour la crédibilité, Pour la crédibilité, oui et non, parce que je pense que j'ai déjà fait mes preuves. Oui, tout à fait. Non, mais je voulais dire au début et puis même dans ce que tu continues. C'était juste que j'aimais j'aime la compète. Donc, on a la chance d'en avoir quelques-unes en longboard. Donc, j'avais la chance d'avoir du soutien, que ce soit de mes coachs ou de mes sponsors ou de ma famille dans les compètes. Donc, c'était une façon pour moi de me situer un peu de mon niveau. Je le faisais pas pour battre un tel ou un tel, je le faisais vraiment pour me dire vas-y, vois ce que toi tu peux donner, surf comme tu as envie de le faire et essaye de montrer ce que tu as, et c'était plus dans ce sens-là que je voulais faire les compétitions. Après, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui me soutiennent derrière et je l'ai fait. C'est comme le golf, c'est des compétitions qui coûtent cher parce qu'on prend l'avion, on se déplace pour une longue période, donc c'est un budget et j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir les faire, d'être invitée, de me qualifier aussi. Donc voilà, pourquoi ne pas sauter là-dessus et les faire, et c'est ce que j'ai fait. Et, voilà. Et dans le sens quitter, donc tu as quitté la WSL, qui est un peu l'étalon pour le surf, ça c'est pourquoi? C'est parce que tu t'y retrouvais plus, ou aujourd'hui finalement tu as un statut qui te permet d'être finalement... Non, alors en fait la WSL, ils ont des critères de jugement dans le longboard qui me correspondent plus du tout. En fait, moi je cherche vraiment des longboards
classique, donc c'est une seule dérive et c'est vraiment sur l'esthétique, sur le style et sur le contrôle, la maîtrise. C'est sans leash, voilà, c'est du traditionnel longboard, mais c'est ce que moi je trouve joli à regarder, donc c'était aussi mon style de surf. Et la WSL se sont vachement plus orientés sur un longboard performant, donc en fait c'est faire la même chose que sur des petites planches et puis utiliser bien sûr la partie du nose de la planche en longboard comme on l'a, mais beaucoup moins. En fait, il la décrédibilise. Et pour moi, le longboard, c'est justement le nose. Je veux dire, sinon, s'il y a des vagues et que je veux les mettre des rollers, je prends un shortboard et voilà. Donc, le fait qu'ils ont coupé ça, décrédibiliser cette partie-là de la board, c'était quelque chose qui n'allait plus du tout avec moi, mes valeurs ou mon surf. Et je trouvais plus d'intérêt justement à aller faire ce genre de compète, surtout qu'il y en a que 2. Donc c'était en Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est sûr que c'est des endroits atypiques et c'était top de pouvoir vivre cette expérience. Je regrette pas du tout et je suis hyper contente. Mais aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'autre. Je pense que j'ai trouvé ma place aussi dans le surf et dans ce que j'aime surfer et comment j'aime surfer. Et du coup, moi qui aime la compète, j'ai vraiment voulu rester sur le genre de compète qui me parle plus. Et voilà. Après, bon, je dis pas que je quitte la WSL pour toujours. Je veux dire, s'ils pensent à changer leurs critères de jugement et revenir justement sur le nose, avec grand plaisir. Et voilà. Donc, on a l'impression que dans le sport, ça bouge tout le temps. Dans le sport féminin aussi. Ouais. Et notamment le surf féminin. On parle souvent de la question des salaires. Pour toi, quel est finalement le problème aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça y est, les price money sont... Mais dans le sens, par rapport à avant, parce que là, quand c'est arrivé, alors que tout le monde, tous les surfeurs, hommes-femmes, il y avait vraiment un plaidoyer pour que ce soit au même niveau. Finalement, c'était quoi la raison pour toi ? La raison, c'est que le sport, c'est macho. Je pense que ça y joue beaucoup. Je pense que même encore aujourd'hui, c'est impressionnant comment les surfeurs peuvent être machos. Pas tous, bien sûr, je ne vais pas faire une généralité. Mais moi, ça m'est arrivé de me retrouver à l'eau au Mentawai et que les vagues soient assez grosses, que je sois la seule fille et qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire mais c'est pas des vagues pour les filles, quoi. Et je disais, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas des vagues pour les filles? Attends, je vais te montrer. Donc, je pense qu'il y avait ce côté-là aussi. Et je pense que ça a été aussi dans tous les sports, le fait que les femmes, ou même dans la vie de tous les jours, je veux dire, on a le droit de vote après. Pourquoi? Je veux dire, les salaires dans les entreprises, les femmes se sont énormément battues. Donc, dans le sport, c'est sûr que ça n'a pas été différent. Aujourd'hui, je pense que ça y est, le surf féminin est reconnu autant que le surf masculin. On y arrive de plus en plus et c'est top et c'est juste aussi parce que les filles surfent incroyablement bien et en plus j'ai l'impression que quand tu es une surfeuse, d'après mon point de vue, c'est que tu dois aussi être capable de faire des photos pour tes sponsors. Exactement. On a vraiment cette double facette de, on doit être jolie et en plus on doit savoir surfer. Donc ça, c'était assez dur et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se battent pour ça parce qu'elles veulent que athlètes et elles ne veulent pas le faire les photos. Moi, j'ai de la chance que ces opportunités se présentent à moi et me plaisent. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus. Mais je pense que ça devient là. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas un peu dur dans le surf justement, parce que c'est vrai que par rapport aux autres sports où tout le temps ils communiquent sur performance. Dans le foot, Cristiano Ronaldo, toutes les pubs c'est Cristiano Ronaldo qui tape dans le ballon. Toi, c'est presque extérieur finalement ta carrière. Est-ce que tu trouves pas ça un peu dur dans le sens où si t'es pas photogénique ou si t'es pas investi comme toi ou que t'as pas un intérêt, tu vas pas forcément avoir l'attrait des grands sponsors et puis faire avancer ta carrière, enfin une carrière parallèle qui est aussi importante. Si, il y a des filles qui ont des énormes palmarès. Moi, j'en ai eu quelques-uns aussi au début de ma carrière et c'était ça aussi qui a attiré les sponsors. Après, d'être jolie et de bien savoir surfer, c'est un plus. Après, oui et non, je veux dire, il y a quelques années encore, je trouvais que la différence était assez grande. Aujourd'hui, je trouve que si tu es vraiment performante et que tu as les résultats, tu as les gros sponsors et tu as les sponsors qui te suivent parce que justement, on veut aussi sortir de cette case. La surfeuse doit être jolie, doit faire des photos, doit surfer un petit maillot, etc. Je pense que ça, c'est beaucoup en train de changer. Et c'est top parce qu'il faut plaire à tout le monde. Et je pense que voilà, quand on est surfeuse, on est encore plus exposé parce qu'on surfe en maillot de bain, parce que voilà, donc les gens s'attendent à chaque fois à voir une plastique, à tout ça. Donc, c'est une pression supplémentaire en fait, je dirais.
Et par rapport, là, ça va être plus global dans le surf, c'est vrai que vous êtes très au contact avec la nature. Aujourd'hui, on a nettoyé les plages. Ouais. Et ça, cette chose-là, est-ce que pour toi, il y a un besoin de tirer vraiment la sonnette d'alarme et que tout le monde se dise, bon, bah, ok, il y a les vagues artificielles qui arrivent, il y a tous ces trucs-là, Ouais. mais l'environnement, là, ça commence à être un peu chaud. Bien sûr, enfin, moi, ma maman m'a emmené faire des nettoyages de plage normalement quand j'étais petite, donc j'ai toujours baigné dedans. Elle a toujours fait attention à l'environnement, que ce soit à la maison ou quoi, donc c'était quelque chose qui m'a toujours parlé. Et ouais, j'ai été impressionnée de voir que des gens, mais ils s'en rendent pas compte, ils ont pas cette sensibilité que nous, les surfeurs, on peut avoir, parce que en étant tout le temps dans la nature, on les voit, la pollution, on voit les plastiques, on voit les déchets sur la plage, et c'est sûr que des gens qui habitent en ville n'ont peut-être pas ce ressenti parce que les villes sont nettoyées. On a la chance en France que nos villes soient nettoyées assez souvent, etc. Donc c'est sûr qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Je suis pas la seule à le dire, les surfeurs sont pas les seuls à le dire. C'est quelque chose qui est global pour tout le monde. Le réchauffement climatique, il existe, et justement on le voit de plus en plus, la montée des eaux, les tempêtes, on voit très bien que le climat change, et non, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Alors maintenant, je pense que chacun à son échelle peut le faire. Nous, les surfeurs, si on peut faire passer ce message à travers le nettoyage des plages. Mais comme on le disait aussi ce matin, le nettoyage des plages, c'est pas la finalité, parce que plus on en crée de plastique, plus on crée de choses mauvaises pour l'environnement, ben, plus on va être obligé de nettoyer, c'est sûr, mais c'est pas le nettoyage qui est la fin du problème. Donc ça vise beaucoup plus haut, ça vise les politiques, ça vise les marques, et à nous, je pense, dans notre consommation aussi, de changer certaines choses. Le one shot plastique, bon, je pense qu'il faut qu'on arrête, et voilà, essayer de penser à l'environnement, penser vert, pour même, je pense, dans notre nourriture. Je suis pas végane, j'aime bien un bon steak de temps en temps, je mange du poisson, mais je pense que de faire attention aussi à notre consommation des aliments, c'est assez important, et c'est quelque chose qui touche toute l'humanité, pas seulement les surfeurs ou les amoureux de la nature. Voilà, je pense, je lisais un article du Monde qui disait que 66% des animaux avaient disparu. Ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ouais, mais quand je vais avoir des enfants dans quelques années et que je vais les emmener au zoo, je me dirais, ouais, mais moi je les ai vus en vrai, mais toi tu n'auras jamais la chance de savoir ce que je passe. Je dis ça par exemple, mais est-ce que c'était un zèbre ou je sais. Et ça m'a fait un choc comme ça, ouais, mais ça va hyper vite, quoi. Ça va hyper vite, parce que ma mère m'en parle depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui j'ai 24 ans, et j'ai l'impression que ça a triplé, alors qu'on a des moyens de justement changer les choses. Je veux dire, on a tellement de technologies aujourd'hui pour créer tellement de choses, que je trouve que c'est pas normal qu'on ne trouve pas des technologies ou justement des financements pour sauver notre planète, quoi. On n'en a qu'une. C'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais, ça fait peur, c'est triste, mais faut s'en rendre compte, et quand on s'en est rendu compte, c'est là où les choses commencent déjà à changer. Donc, et tu penses que c'est quoi, en fait, pour s'en rendre compte? Il faut toucher ça directement, parce que toi, tu as la possibilité de voyager partout. Donc tu vois le meilleur comme le pire au niveau environnemental. Et toi, pour que les gens vraiment ils aient cette prise de conscience, parce que ce matin, voilà, on a nettoyé les plages, tu vois directement que même une plage qui est en apparence propre, c'est dégueulasse. Donc toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... je pense qu'il faut juste s'y intéresser un tout petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, on a le moyen de voir des images d'il y a 20 ans et de maintenant, et de réaliser que c'est pas, détruire l'Amazonie, c'est pas ce qui va nous aider. Je pense qu'il faut juste s'y intéresser un petit peu et arrêter d'avoir ce discours de les écolos. C'est pas juste les écolos, ils sont à fond là-dedans, et justement ils essayent de nous prévenir, mais juste essayer de s'y intéresser un peu, et de pas être égoïste, et de se dire, bon, on est venu au monde sur cette terre, et voilà, essayons de la protéger, parce que les générations futures, elles vont pas vivre la même chose que nous, et déjà moi j'ai pas vécu la même chose que ma grand-mère, etc. Donc je pense qu'il faut juste s'y intéresser, être assez intelligent, et essayer de comprendre les messages qu'on entend, et voilà, pas forcément croire à tout, mais justement se faire ses propres opinions dans ce combat, et essayer à son échelle de pouvoir déjà faire quelque chose. C'est un petit pas, et je pense que c'est pas ça qui changera énormément de choses, mais si tout le monde fait ce petit pas, pourquoi pas. Et là, plus globalement, donc c'est pour le surf, ça te concerne pas directement, mais pour les JO, concernant les JO, est-ce que toi, c'est quelque chose qui
te fait plaisir au niveau en termes de reconnaissance? Qu'est-ce que tu penses de ça finalement? Moi, je trouve que c'est génial. Mhm. J'adorerais qu'il y ait la catégorie longboard féminin au JO, représenter la France au JO. T'imagines, avec la petite tenue et tout, tu défiles. Non, ce serait top. C'est les Jeux Olympiques, quoi. C'est ça. Non, ça serait génial. Après, les conditions de les faire dans la piscine, Voilà. je pense pas que je suis pour. Mhm. Le surf, ça reste quand même dans l'océan Ouais. et c'est des facteurs qui sont difficiles justement à mettre en place au Et JO oui. parce que de Et- telle heure à telle heure, on Exactement. ne peut pas forcément planifier. Donc je comprends ce principe de le faire en piscine. Pourquoi pas du coup? Pourquoi pas, même si bon, voilà, j'ai surfé des piscines, j'ai essayé, c'est complètement différent que l'océan. Et les Mais- discussions par rapport à ça, même dans les compétitions, Ouais. est-ce que toi tu peux comprendre finalement le problème des diffusions TV où comme il y a les problèmes avec Totalement. la météo, c'est compliqué pour Ah les non, fans de suivre. Mais totalement. Tu vois, pour les championnats de France, j'avais un de mes meilleurs amis qui m'a accompagné sur la compète et lui était ancien pro de ski. Ouais. Donc lui, il m'expliquait, il me demandait, mais comment tu fais pour te préparer mentalement? Parce que si tu veux, la compète, elle a commencé le matin, donc on avait un call à 9h30, donc on s'est présenté. Et en fait, il y a trop de brouillard. Donc trop de brouillard, on voit rien. Ils nous disent, on refait un call à 14h. Lui, il me disait, mais attends, mais comment toi, tu peux te préparer mentalement à te dire, bon, je vais peut-être passer à 9h30. Ah non, en fait, je vais peut-être passer à 14h. Et en fait, il est 17h. Et là, ils se disent, en fait, c'est demain. Les conditions ont complètement changé. Enfin, c'est ça qu'il me dit. Il fait, ouais, mais c'est hyper difficile pour une athlète de se préparer aux compétitions. Et c'est justement là où on est venu avoir cette conversation. Où je disais, c'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques, ils veulent faire en piscine pour justement les médias puissent être là, pour qu'on puisse planifier de telle heure à telle heure, il va y avoir cette vague. Parce que notre sport est dépendant de la nature. Donc, c'est ce qui en fait la beauté aussi, mais c'est ce qui fait que pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui semble impossible et je le comprends. Je le comprends tout à fait, je l'accepte. Voilà, ça fait partie du jeu mais l'essence même pure du surf, ça reste dans l'océan. Mais si c'est quand même en piscine, tiens quand même au JO. S'il y a moyen. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bon, Bien sûr, si c'est en piscine chauffée, ça me va. voilà. Et tu parlais donc du côté nature, parce que Ouais. c'est vrai que effectivement là vous êtes proche de la nature. Est-ce Ouais. que mentalement c'est un peu plus compliqué que par rapport aux autres sportifs, parce que dans toutes les disciplines, plus ou moins à un certain niveau, tu es suivi par quelqu'un. Est-ce que toi par rapport à ça, tu es suivi par quelqu'un dans le sens où certes il y a toi ta performance, Ouais. mais il y a aussi tout ce qui va t'entourer et que tu ne peux pas contrôler. Justement, il y a beaucoup de facteurs chance dans les séries Oui, voilà. et comme de facteurs malchance aussi. Ouais, oui. Si la vague elle arrive pas, elle arrive pas, et si la vague elle ferme, elle ferme et t'as pas pu t'exprimer. Donc c'est sûr que ça y joue beaucoup, mais c'est aussi justement une qualité qu'ont les personnes à gagner des compétitions, à se dire il a l'esprit marin, il voit comment la mer fonctionne. C'est quelque chose qu'on met en place. Mon coach, qui est aussi mon copain, on regarde énormément la mer ensemble avant notre série. Et voilà, on en parle, on en discute, son avis, mon avis. Voilà, là, c'est en train de faire ça. Là, la vague, elle part ici. T'as vu, là, ça se décale avec la marée qui descend. Et tout ça. Donc, c'est des choses en fait qu'on apprend aussi dans ce sport, mais qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, comme je l'ai dit, si la vague vient pas, elle vient pas. Et je sais plus ce que c'était ta question, mais C'était plutôt au niveau, effectivement, comme tu disais, voilà, si elle vient pas, elle vient pas, mais est-ce que toi tu fais un travail mental par rapport à ça? alors. Non, tu peux pas. Tu peux D'accord. pas faire un travail mental par rapport aux conditions naturelles. Tu peux faire un travail physique par rapport aux conditions, parce que D'accord. si les vagues vont être plus grosses, tu sais qu'il faut que tu t'entraînes, par exemple, avec beaucoup de poids pour justement avoir les jambes solides. Tu peux jouer en fonction de ta planche aussi, savoir quelle planche marcherait le mieux dans ces conditions. Mentalement, c'est difficile en compète dans le surf. Moi, quand je m'entraînais mentalement, c'était plus à essayer de trouver mes points faibles en compète et à les changer, à essayer aussi de faire beaucoup de méditation, de sophrologie, parce que j'étais quelqu'un qui perdait mes moyens en compétition et c'était assez frustrant d'arriver en compète et de ne pas arriver à s'exprimer. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et on a trouvé des solutions, donc c'était top. S'entraîner mentalement aussi sur le temps, tu vois, on sait que c'est 25 minutes, donc en 25 minutes, voilà, on essaie de visualiser. Mais s'entraîner mentalement sur les conditions naturelles, non, c'est impossible. Et c'était dans le sens plus la frustration, parce que c'est vrai que physiquement aussi, au niveau du travail physique, tu peux te dire, soit ça va être aujourd'hui, ça va être demain. Ouais. Enfin, tu sais pas. Alors que dans les autres sports, Ouais. mon match commence à 14h. Oui, voilà. On a une waiting période de généralement 10 jours sur les compètes, donc
les calendriers, il faut être prêt pour le jour 1. Et pour ça, tu as un pic physique ou Ouais, il y a carrément. C'était plutôt par rapport à ça en fait. Ouais, Si toi tu fais un suivi où justement sur cette période-là, tu vas dire à ce moment-là, on va s'entraîner de tel type, ce moment-là. C'est exactement ça. En fait, c'est en suivant mon calendrier. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai un calendrier entre les shoots, les défilés, les compétitions, qui est un peu compliqué. Je suis pas mal occupée, mais du coup, bien sûr, je m'entraîne différemment quand je vais avoir une compète qui arrive bientôt, et pour pas avoir de courbatures et énormément de pliométrie, de choses comme ça. Quand j'ai pas de compète, et là je m'entraîne avec beaucoup plus de poids pour essayer de prendre un peu en muscle, en masse. Quand j'ai un shoot, je fais attention à ce que je mange et je m'entraîne. Quand j'ai des compètes, j'essaye aussi de faire pas mal de cardio parce que vu que c'est 5 minutes à fond, j'aime être dans l'eau et pouvoir être à fond, remonter au pic à fond, mais pas être essoufflée parce que justement, je n'ai pas travaillé ça. Donc en fait, en suivant les différents événements que tu as dans l'année, on met en place un calendrier. Et, les pics, c'est assez compliqué, je t'avoue, parce qu'en plus, je voyage énormément. Donc s'entraîner à l'étranger, toute seule et tout, c'est un peu dur, mais ça fait partie du job. Donc, et c'est quelque chose que tu fais, un espèce de training camp avant où tu te dis 4 semaines avant je suis en full tous les jours à l'eau, ou par exemple les périodes comme aujourd'hui, comme ces derniers temps, tu peux très bien te retrouver pendant une semaine sans toucher à la planche. Je peux me retrouver plus d'une semaine sans toucher à la planche, ça m'arrive, tu vois. J'ai enchaîné Milan Fashion Week et Paris Fashion Week et j'ai pas touché ma planche pendant un mois. Un mois, ok. Un mois, parce que j'avais pas le droit de surfer si je me blessais ou je faisais des bleus, etc. Ça je peux pas le prévoir. Maintenant, dès que je peux surfer, je surfe à fond. Et quand je te parlais d'entraînement, c'était entraînement physique en fait à côté du surf, parce que dès que je peux surfer, je surfe. Quand je suis chez moi, j'essaie de faire 2 sessions par jour minimum, une le matin, une le soir. Même si là, ça devient dur avec l'hiver, mais je me force un petit peu. J'ai été chercher les chaussons, là, j'aimerais surfer un peu plus. Mais dès que je voyage, je suis tout le temps dans l'eau, généralement. À part quand c'est pour le mannequinat ou mais à côté, du coup, je fais du yoga, je vais courir, je reste tout le temps active. C'est bon pour mon corps, pour le mental, et puis ça peut que m'aider dans le surf. Donc c'est complémentaire en fait à ma préparation. Est-ce que tu suis spécialement ce que font les autres, aussi bien du côté réseaux sociaux, partenariats et sportifs pour t'en inspirer, ou tu t'es juste finalement dans ta démarche? Non, je suis dans ma démarche. Okay. J'adore voir ce que font les autres, et je trouve que c'est super qu'on puisse se soutenir, et surtout entre filles, et se pousser. J'ai des copines qui sont chanteuses, j'ai des copines qui sont créatrices. On a toutes un peu nos voix différentes, mais beaucoup se rejoignent aussi, on surfe toutes, donc c'est top d'avoir un bon groupe de filles. Mais après, non, je pense qu'on fait chacun son chemin, et de copier quelqu'un, ça m'a jamais parlé. Je déteste être copiée, donc Mais sans copier, c'était plus dans le côté analyste, parce que comme tu vas être journaliste, c'est vrai que souvent les sportifs disent les top, ils se concentrent juste sur eux, et ensuite, alors que les autres qui vont être un petit peu plus ouverts, comme toi, ce que tu fais aujourd'hui du journalisme, t'as le côté un peu analytique où tu vas te dire, ça, ça fait ça, tu fais ta sauce. Après, dans le journalisme, j'aime écrire sur autre chose que le sport. C'est pour ça que je pense que je m'y intéresse pas trop. Après, on est tous différents, on fonctionne tous différemment, donc pour moi, analyser ce que font les autres, ça me parle pas. Après, je sais pas, on est tous différents, mais c'est pas quelque chose qui parle. Je me dis pas parce que ça marche pour elle, ça marche pour moi. On met du temps à trouver ce qui marche pour nous, donc faut essayer plein de trucs, et c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé, donc c'est top. Et non, je regarde plus les autres en mode je suis contente, ça marche pour elle, c'est top. Voilà. Et c'était dans le sens aussi, du coup là ça va être beaucoup plus global. Quelle a été finalement ton inspiration dans ce monde-là, ou quelqu'un où tu te dis j'aimerais accomplir des choses comme ça? Moi ça m'a inspiré dans ma démarche. Si je te dis que j'ai regardé le film Blue Crush 1 million de fois et que je me suis dit je veux faire ça, c'est un peu ça. Non, c'est vraiment juste par passion, quoi. D'accord. J'ai vraiment tellement accroché avec le surf que je me voyais pas faire autre chose dans ma vie,
Et ouais, j'ai regardé Blue Crush un million de fois. Et je me suis dit, ouais, mais c'est la vie rêvée, être surfeuse pro. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Ça a été un élément déclencheur. Et puis, juste ce lifestyle que j'ai pu avoir aussi en grandissant, en voyageant énormément, en découvrant énormément de cultures. Avec le surf et le mannequinage, j'allais voyager tout le temps. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est génial, tu rencontres plein de gens, tu parles de tout et de rien, tu découvres des millions de choses. Et en fait, je voyais les filles de mon âge on avait 12 ans, tu vois, mais qui n'avaient jamais quitté le village dans lequel je suis née, qu'on a grandi. Et l'ouverture d'esprit était assez fermée. Et ça me rendait triste, en fait. Je me disais, ouais, mais non, c'est voyager, découvrir le monde. Alors, si en plus je peux découvrir les vagues et faire ça, en être payée à faire ce que j'aime, c'est ça qui m'a motivée. Ouais. Donc, tu multiplies les projets. Ouais. Tu as cette chance-là d'avoir le côté mannequin, journaliste, chroniqueuse. Est-ce que finalement, tu entrevois déjà l'après-carrière sportive? Non. Non, j'ai pas envie que ça s'arrête. C'est comme mes grands-parents. Mais après, tu vas faire un vrai métier. Non, j'ai fait un vrai métier. C'est atypique, c'est sûr. Donc non, j'ai tellement de projets qui arrivent dans le mannequinat, dans le surf, dans le journalisme aussi, que c'est trop tôt encore pour penser à l'après. J'ai même d'autres projets. J'aimerais créer ma marque et j'aimerais utiliser mon nom pour faire des choses bien dans le monde. Enfin, ça semble cliché comme ça, mais c'est vrai. Et donc c'est pas un après, c'est la continuité et l'après pour moi, je sais pas, c'est loin encore. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Non, merci à vous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Soit.